Bon, on y va, je fais déjà les salutations et puis après on enchaîne. Let's go. Ok, super. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, bienvenue à cette Sustainability Week 2025 et puis en particulier à cette conférence aujourd'hui sur le véganisme et le sport. Tout d'abord, je vais commencer par remercier Elio, que vous avez déjà vu les dernières minutes là. On regarde un petit peu les derniers ajustements pour cette conférence. Du coup, aujourd'hui, il va nous parler de véganisme, de sport. Il va essayer de briser peut-être quelques mythes, mais il va surtout, comment dire, éclairer notre lanterne et du coup nous expliquer son travail. Ça fait déjà plus de 7 ans qu'il a accompagné plus d'une centaine de personnes. Il a un master en sciences du sport à l'université de Lausanne. Il a créé son propre programme qui s'appelle Vegan Shape aussi pour aider les individus à, comment dire, à atteindre leurs objectifs de santé en végétalisant leur alimentation. Je pense que tu veux te présenter toi-même, peut-être que ce sera un petit peu mieux. Je te laisse la parole et puis on reviendra à la fin. On va garder beaucoup de temps pour avoir des questions et puis avoir une discussion ensemble. Ok, on y va. Exactement, merci. Merci Super. Ça beaucoup, va le... Guillaume. Ouais, ok, Ouais, parfait. tu me dis hein, si jamais il faut ajuster un petit peu mon son, mon retour. Mais merci pour la présentation déjà. On va revenir là-dessus de toute façon. Et puis, clairement, merci déjà à l'association Myosotis et à toi, Guillaume, pour cette invitation, pour cette conférence-là, pour la semaine de la durabilité en Suisse. Franchement, ça fait plaisir, c'est un honneur. Et puis, merci à vous là d'être à Fribourg, d'avoir fait le déplacement à Pérols. Merci aux personnes en ligne aussi de suivre tout ça. Vous allez apprendre plein de choses, j'en suis convaincu, parce que même moi, j'ai appris énormément en faisant tout ce travail. Donc voilà, on fait cette conférence en ligne parce que moi, je suis à l'autre bout du monde. Je suis en Indonésie, à Bali. Mais voilà, on s'est organisé pour pouvoir la faire parce que ça me tenait à cœur. Donc merci beaucoup. Et puis, au programme de qu'est-ce qu'on va voir ensemble. Donc évidemment, on va parler de véganisme, de sport et de performance, mais pas que. On va surtout parler de ma thèse de master en sciences du sport que j'ai fait justement sur le véganisme et la santé, l'écologie et l'éthique animale. Donc on va revenir sur toutes les études, les graphiques que j'ai générés, tous ces points divers et variés. Vous allez voir, ça va être vraiment intéressant. Et puis finalement, moi, je vais parler aussi, je ne sais pas si on voit mon curseur. Ouais, c'est tout bon. Ouais, je vais parler aussi de Vegan Shape. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on fait via Vegan Shape en tant qu'entrepreneur dans cette aventure-là. Tout d'abord, une petite présentation assez brève. Donc, je m'appelle Elio Morier, je viens d'Estavayer-le-Lac en Suisse, dans le canton de Fribourg. J'ai toujours eu une sensibilité particulière pour les animaux, pour la vie, pour la nature. Et je pense que c'est ce qui m'a mené, il y a 7 ans, à devenir vegan presque du jour au lendemain. Alors, je mangeais de la viande, j'adorais ça, les œufs aussi, enfin bref, je m'étais posé aucune question. Et puis, un jour, j'ai vu toutes les images d'abattoirs, les documentaires sur Netflix. Et là, je me suis dit que ça allait plus, que j'étais plus du tout aligné entre mes actions et mes valeurs. Donc, presque du jour au lendemain, je suis devenu vegan. Et puis aujourd'hui, c'est clairement pour des raisons, pour les animaux, clairement, la raison première. Évidemment, pour l'écologie et pour la santé. Et on va avoir l'occasion de revenir sur ces 3 points. Donc, j'ai fait mon bachelor en sciences du sport à Fribourg. Donc, j'étais dans les salles là où vous êtes aujourd'hui. J'ai fait option avec option espagnole. Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec un master en sciences du sport à Lausanne, option entraînement et performance. J'ai eu la chance de faire ma thèse de master en sciences du sport avec le docteur Baguiche ici, qui est cardiologue du sport et notamment médecin-chef au CHUV. Ici, c'est moi, juste après ma défense de master, avec le docteur Aaron Baguiche et puis le docteur Degra, qui a été l'expert pendant ma défense. Alors ici, je ne sais pas pourquoi la page se charge pas. En fait, juste ici, il y a normalement l'image de ma thèse de master, donc on voit juste ici. Euh, En fait, l'intitulé de ma thèse, c'est le véganisme et son alignement sur la santé, l'impact écologique et l'éthique animale, une revue traditionnelle.
Voilà l'image qui ne s'affichait juste pas ici. Voilà. Donc on va voir en fait ces 3 points les uns après les autres et je vais vous montrer tous les graphiques et les conclusions basées sur la littérature scientifique d'aujourd'hui. Ah ben voilà, il suffit que je clique. Très bien. Pourquoi en fait j'ai choisi ce sujet? Ces 3 pôles, en fait, les animaux, la santé et l'écologie, simplement parce que ça représente 3 aspects fondamentaux de notre humanité, à mon sens. C'est notre rapport au vivant, notre rapport à notre santé et à nous, et notre rapport au monde. Et puis, c'est ce travail, en fait, ma thèse de master, c'est une contribution originale dans ce domaine. À ma connaissance, c'est la première fois qu'une étude inclut ces 3 éléments dans une étude pour parler de véganisme. J'ai vu des études qui combinaient santé et écologie, mais via toutes mes recherches, j'ai vu aucune étude qui incluait aussi l'aspect éthique animale. Donc, ça contribue à c'est une contribution originale au domaine du véganisme. Donc, les critiques du véganisme, rapidement, pourquoi en fait c'est intéressant de se pencher là-dessus? C'est ce qu'on entend fréquemment. On a toujours tué des animaux, ça a toujours été comme ça, ils sont là pour être mangés, ils sont pas si intelligents. Concernant la santé, il faut des protéines animales. Être vegan, c'est inadéquat ou extrême. C'est impossible d'être vegan et en bonne santé. Et concernant l'écologie, ben c'est pas écolo d'être vegan ou ça ne change rien. Voilà, ça c'est des choses qu'on entend assez souvent. Maintenant, juste pour vous expliquer aussi un peu le processus de sélection et puis d'identification des études. Donc, je me suis rendu sur les moteurs de recherche PubMed, Google Scholar et j'ai aussi inclus des livres. En tout, j'ai inclus 68 ressources qui ensuite j'ai divisé donc, en 38 ressources pour la partie santé, 12 pour l'impact environnemental et puis 18 pour l'éthique animale. Donc voilà comment j'ai séparé ces 3 pôles et comment j'ai mené mon processus de sélection d'études. Maintenant, on va se pencher dans la partie santé. On va voir un peu toutes les conclusions que j'ai pu tirer de tout ça. Tout d'abord, un bref petit récap de la classification des régimes alimentaires. Parce que, voilà, on parle de véganisme, mais il faut comprendre que le véganisme fait partie d'un groupe alimentaire qu'on appelle les régimes à base de plantes. En anglais, plant-based diet, qu'on revoit souvent. C'est vraiment un mot qui revient souvent. Ça comprend le régime méditerranéen, le régime pesco-végétarien, donc où on mange seulement du poisson, mais pas le reste des viandes, etc. Évidemment, le régime vegan. Et puis, un point aussi intéressant, et on va revenir là-dessus, c'est le régime vegan whole food plant-based diet. Donc, c'est-à-dire vegan, mais où on va retirer tout ce qui est aliments transformés, excès de sucre, excès de sel. En gros, c'est vegan, mais manger le moins transformé possible et le plus naturel possible. Donc, il y a bien cette distinction aussi à faire. Alors, c'est une classification parmi tant d'autres, mais voilà, je me suis basé sur ces auteurs juste ici en dessous. Maintenant qu'on a posé un petit peu le cadre, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que c'est réellement une alimentation saine? Qu'est-ce qui définit aujourd'hui qu'une alimentation est saine ou non? Je me suis basé sur cette étude ici par Liechtenstein et Hall, donc c'est les recommandations de l'American Heart Association, et on voit plusieurs points. Mais le point, nous, qui nous intéresse le plus, c'est quand même celui-ci. On va faire un zoom dessus, en fait, ce qui est recommandé aujourd'hui via cette étude, mais même via les recommandations nutritionnelles de plein de pays différents, c'est que nos protéines devraient venir principalement des sources végétales. Alors c'est ultra étonnant à quel point c'est bien établi et surtout à quel point c'est vraiment pas ce qu'on fait. Enfin, à ma connaissance, c'est vraiment pas ce que je vois autour de moi. Donc, des protéines principalement végétales, des légumineuses comme le soja, tofu, edamame, haricots, les lentilles, pois chiches, pois cassés, des noix, des graines. Ils disent, ben voilà, si on veut inclure des protéines animales, poissons, plutôt fruits de mer, produits laitiers allégés ou sans gras. Et si vous désirez de la viande ou de la volaille, choisissez des coupes maigres et évitez les formes transformées. Donc, c'est vraiment pas il faut manger de la viande. C'est plutôt si vous désirez. Enfin,
la formulation est assez intéressante. Et puis voilà les recommandations nutritionnelles d'aujourd'hui. Ça, c'est du Danemark, ici du Canada, ici de la Suisse. On voit très bien qu'il y a ce mouvement global qui est assez unanime de dire nous devons tous consommer des protéines principalement d'origine végétale. Et c'est les recommandations de santé aujourd'hui. Est-ce qu'on entend un petit grésillement, Guillaume? Moi, j'entends parfois un petit grésillement derrière, mais si de votre côté, c'est bon, je continue comme ça. J'attends juste que Non, tu non, c'est tout bon, il n'y a actives le pas micro. de. Quasiment, c'est tout bon. Ok, ok, très bien. Bah, écoute, je continue comme ça. Parfait. Euh, Juste pour vous expliquer un peu comment j'ai généré ces graphiques. Donc ça, c'est tous des graphiques qu'on retrouve dans ma thèse de master. Comment j'ai généré tout ça? Enfin, comment c'est organisé? Ici, en bas, en gris clair, on voit toutes les études et tous les auteurs cités pour générer ces graphiques-là. Et on voit qu'il y a des petits numéros. Et en fait, chaque numéro, je viens les mettre ici pour justement citer sur quelles études et quels auteurs je m'appuie pour les noter. Et par exemple, ici, on voit que pour cette conclusion-là, il y a 4 études qui sont notées là-dessus. Ici, le graphique qui est intéressant, en fait, que je me suis dit, c'était, mais en fait, est-ce que, du coup, oui, on devrait manger principalement des protéines végétales, mais du coup, est-ce que manger 100% des protéines végétales, donc être vegan, est-ce que c'est OK? Alors, point intéressant, là, on voit un peu toutes les carences qu'on peut retrouver ou les concentrations basses en certains vitamines et minéraux. On voit que autant les omnivores que les véganes peuvent être à risque de carence ou de concentration basse de micronutriments. Mais la conclusion de tout ça, de ces études-là, c'est de dire qu'un régime vegan équilibré peut fournir une nutrition adaptée tout au long des différentes étapes de la vie, y compris l'enfance, l'âge adulte, la grossesse, l'allaitement, la vieillesse et ainsi que pour tous les athlètes. Alors, il y a certains nutriments qui nécessitent une attention particulière et ça peut demander une supplémentation si nécessaire. Et les véganes et végétariens doivent supplémenter leur alimentation en B12. Ça, c'est la conclusion qui est quand même ultra étonnante de ces 4 études ici. C'est très bien établi dans la littérature scientifique pour toutes les étapes de la vie. Et pourtant, aujourd'hui, on entend plutôt l'inverse, en fait, sur les réseaux, dans les médias, même de la part de professionnels de la santé, alors que quand on se penche un peu sur la littérature scientifique, c'est ultra étonnant, en fait. Même moi, ça m'a étonné de voir à quel point c'était clair. Maintenant, on continue toujours sur l'aspect santé. Euh, Parlons des maladies cardiovasculaires, qui est la cause de mortalité numéro 1 dans le monde. Ici, on voit un gradient qui est quand même assez pertinent. C'est que plus on mange végétal, plus on a un rôle protecteur sur les maladies cardiovasculaires. Ici, on voit que les viandes transformées, donc ce qui est saucisses, jambon, tout ce qui a un processus de salage ou de fumage, ou bien qui va être grillé sur un barbecue, etc., toutes les viandes transformées augmentent fortement les risques de maladies cardiovasculaires. Viande rouge également. Et on voit que, basé sur cette étude ici de Liechtenstein et al., toujours, un régime vegan a moins 40% de réduction pour les maladies coronariennes et revient ici ce vegan whole food plant-based diet qui aurait un impact encore plus grand sur la réduction et cet effet protecteur contre les maladies cardiovasculaires. Donc, super intéressant de voir ça. Toujours sur l'aspect santé, parlons un petit peu de cancer. Ici, on retrouve de nouveau une sorte de gradient qui démontre à quel point se diriger vers une alimentation végétale a un rôle aussi protecteur contre le risque total de cancer. Ici, on voit qu'évidemment, les viandes transformées augmentent tous les risques de cancer. Ici, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y avait aussi dans ces études-là citées des dosages. C'est-à-dire qu'on voit qu'une augmentation de plus de 50 grammes par jour de viande transformée augmente de 18% les risques totaux de cancer. Ici, la même chose pour la viande rouge. D'ailleurs, juste un petit point, la viande transformée cause le cancer. C'est établi par l'OMS en classe numéro 1. Ici, la viande rouge cause probablement le cancer, classe numéro 2.
Donc, on voit ici, il y a des dosages aussi, avec des augmentations pour différents types de cancers. Et puis, la volaille, une étude assez récente qui a été menée et qui pourtant vient contredire certaines pensées où on aurait tendance à dire que, enfin, c'est ce qu'on entend fréquemment, manger du poulet, c'est mieux pour la santé, manger plutôt du poulet, de la viande blanche. On voit qu'à des doses élevées, des consommations élevées de volaille, ça a aussi une augmentation sur le cancer du pancréas. Concernant les régimes pesco-végétariens, soit c'était pas significatif, ou soit ça avait un rôle aussi de diminution de cancer du pancréas ou colorectal. Et concernant le régime vegan, une diminution de 15% du risque total de cancer. Donc on retrouve ce gradient ici. Maintenant, un dernier point, toujours dans cet aspect santé, mais je voulais vraiment étant donné que c'était dans le cadre de mon master en sciences du sport, quand même inclure les athlètes. Donc là, à nouveau, on retrouve 6-7 études pour régénérer ce graphique-là. Un régime vegan équilibré apporte suffisamment de calories, apporte toutes les protéines, glucides et lipides en suffisance, apporte tous les micronutriments, donc c'est-à-dire vitamines et minéraux à part la B12, donc ça demande une supplémentation, apporte tous les acides aminés essentiels et non essentiels. On peut avoir une croissance musculaire similaire aux omnivores. La force maximale est similaire aux omnivores et la VO2 max, qui est un indice de santé et de performance, est semblable aux omnivores et même parfois légèrement plus élevé chez les véganes. Donc la conclusion de toutes ces études-là, c'est de dire que en fait, un régime vegan est adapté aux athlètes récréatifs. Le régime vegan, pour les athlètes, requiert quand même une planification rigoureuse pour optimiser tout ce qui est calories, etc. Parce que bon, ils ont une dépense énergétique qui est folle, donc il faut quand même bien planifier tout ça. Mais si c'est fait correctement, ça peut soutenir les objectifs d'entraînement et de performance. Ultra étonnant aussi. Maintenant, on a un peu bouclé la partie santé. On va s'intéresser à un peu le sujet du jour quand même, donc l'impact environnemental. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense à écologie, à impact environnemental, on ne pense pas directement à véganisme, et pourtant, franchement, et pourtant. Ici, un graphique également concernant les aliments d'origine animale et l'impact environnemental. Aujourd'hui, c'est très bien établi que la production alimentaire, donc dans sa généralité, dans sa globalité, est le principal moteur du changement environnement mondial. Et les aliments d'origine animale jouent un rôle majeur dans ces impacts. Ça aussi, c'est très bien défini. Quelles sont les conséquences? Alors bon, ici je parle de réchauffement climatique, mais ce n'est pas l'unique problème, hein, le réchauffement climatique. Il y en a plein d'autres, et peut-être même des plus graves. Mais voilà, parlons aussi de ce point-là. On sait qu'aujourd'hui, si on continue dans cette direction-là, en fait, on va aggraver la sixième extinction de masse qui est actuellement en cours, hein, on est dedans, donc l'extinction de toute notre faune et notre flore. On se dirige aussi vers l'acidification des océans, détruisant les écosystèmes marins, propagation des maladies dues à des fortes chaleurs et des vagues justement de ces maladies. Une agriculture qui va être perturbée, donc qui va menacer la sécurité alimentaire, une augmentation des temps extrêmes, sévères et fréquents, ça on le voit déjà très bien, une hausse du niveau de la mer, déplaçant des millions de personnes qu'il faudra accueillir et reloger, et ça risque d'être aussi un peu le chaos de ce côté-là. Une augmentation de la pauvreté, donc aggravation des inégalités, et un accès limité à la nourriture et à l'eau potable. Si on se concentre un petit peu sur les émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, on sait que l'agriculture animale, elle est responsable de 18% des émissions totales des gaz à effet de serre. C'est juste immense, on a de la peine à se représenter. En fait, c'est équivalent à... en fait, ces 18%-là, c'est
plus que toutes les émissions mondiales du transport combiné, donc de tous les avions, toutes les voitures, tous les bus, etc. Donc ça déjà, ça donne un ordre d'idée de cet impact de l'agriculture animale. Et puis, un problème aussi de cette agriculture animale, surtout en lien avec les ruminants, donc les vaches et leur système digestif, c'est qu'elles sont responsables en fait, de 37% des émissions d'oxyde d'azote, donc principalement du fumier pour ce cas-là, qui est 296 fois plus réchauffant que le CO2 et 37% du méthane qui vient de la fermentation entérique, la fermentation en fait, des vaches, de leur digestion. Ce méthane-là, il a un pouvoir réchauffant, un potentiel de réchauffement 23 fois plus puissant que le CO2. Donc là, vraiment, on comprend pourquoi ça a un tel impact dans notamment ces gaz à effet de serre. Et maintenant, je voulais montrer aussi quel était l'impact environnemental des régimes alimentaires, maintenant qu'on sait tout ça. À nouveau, un gradient se dessine et un gradient très clair. C'est que plus on se dirige vers une alimentation végétale, plus les effets sur l'environnement sont bénéfiques. Donc à nouveau, là, je ne parle pas uniquement des gaz à effet de serre, je parle de l'utilisation des eaux, l'utilisation des terres, en fait, tous les points qu'on a vus avant. Donc, il y a ce gradient qui est très clair, qui est très bien défini selon toutes ces études et ces auteurs. Et l'impact le plus positif, c'est à nouveau ce vegan whole food plant-based diet, là où on va diminuer un maximum tout ce qui va être transformé, etc. Parce que ça passe par des usines, ça demande plus de pétrole, etc. Donc ça a plus d'impact. Et évidemment, si on enlève ça, on est sur le régime alimentaire qui a l'impact le moins négatif sur l'environnement. Là, justement, on s'est focus un petit peu sur les gaz à effet de serre, mais il y a d'autres choses qui sont peut-être plus graves que juste les gaz à effet de serre. Et là, cette étude ultra intéressante menée par Pour et Nemec, en fait, ils ont regroupé en 2018 plus de 570 études qui couvraient en fait 90% de la production de protéines mondiales. Donc ça veut dire qu'en gros, ouais, bon, presque toutes les protéines du monde, on les a regroupées et puis on a regardé en fait qu'est-ce que ça faisait si un omnivore passait à vegan. En fait, quelles seraient les réductions qu'on pourrait obtenir? Eh ben, vous les avez sous les yeux. C'est des chiffres qui sont quand même indéniablement élevés et qui sont indéniablement puissants sur les gaz à effet de serre, sur l'utilisation des terres, sur l'acidification des océans qu'on pourrait couper par deux, sur la diminution des terres arables, la diminution du phénomène d'eutrophisation des océans, donc cette acidification, et puis une diminution de 20% d'utilisation des eaux. C'est juste un impact qui est immense sur tous ces aspects et qu'on ne voit pas. Maintenant qu'on a couvert la santé et puis la partie environnement, parlons aussi de cette partie éthique qui, moi, me touche le plus et qui est en fait réellement la contribution originale à ce sujet, parce que j'ai envie de dire que ces deux points, ils sont déjà bien établis dans la littérature, ils ont déjà été regroupés, mais maintenant qu'on vienne allier ça à nouveau, euh, c'est vraiment une nouveauté. Je vais juste baisser ça. Voilà. Donc le raisonnement éthique derrière le véganisme, c'est de se dire que tous les êtres, tous les animaux sont des êtres sentients, sont des êtres intelligents, capables de souffrir, de ressentir de la douleur, d'éprouver du plaisir, et ils ont un désir naturel de vivre et ils veulent pas mourir. Donc, maintenant qu'on sait qu'un régime vegan bien planifié est adapté à toutes les étapes de la vie, comme on a vu de l'enfant à l'âge adulte, la grossesse, la vieillesse, même les athlètes, que ça favorise la santé, l'écologie et la protection des animaux, eh bien, si c'est inutile de les tuer pour les manger ou de les exploiter, et que cette violence, elle peut être facilement évitée, eh bien, il n'y a aucune justification morale à les tuer. Donc, ça devient inutile, contraire à l'éthique et donc immoral.
Voilà le raisonnement éthique derrière le véganisme. Et là, je me suis basé sur Émeric Caron, sur son livre Antispéciste, et aussi sur une pointure dans le domaine, Singer, et puis son livre justement sur le sujet. Un point que je voulais vraiment venir soulever et qui moi-même m'a touché, c'est ce phénomène de dissonance morale. Je pense qu'on vit presque tous. C'est-à-dire que en basant sur ces études-là, et d'ailleurs c'est étonnamment bien défini dans la littérature scientifique aussi, c'est que la plupart des consommateurs de viande expriment de l'affection pour les animaux. Donc, vont dire qu'ils aiment les animaux, que ben ils ont pas ils devraient pas mourir, ils devraient pas souffrir, que c'est méchant de les faire souffrir, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui revient presque unanimement chez les mangeurs de viande. Et il y a de nombreuses personnes ben, qui sont préoccupées par les questions éthiques liées à l'élevage des animaux, parce qu'ils veulent voilà, que ce soit fait dans de bonnes conditions, que ce soit fait, il y ait le label bio, qu'il soit élevage en plein air, etc. Mais paradoxalement, dans l'étude de Bastian et al., en fait, plus les gens consommaient ce genre de produits qui étaient éthiquement labellisés OK, ben plus ils augmentaient leur consommation d'animaux. Donc il y a vraiment ce truc de ben, d'incohérence entre ben, les valeurs et puis les actions. Et ben, les consommateurs sont souvent, les consommateurs de viande, sont souvent confrontés aux réalités ben, sur les élevages des animaux. Euh, ben voilà qu'on voit les images de viande, enfin comment c'est tué dans les abattoirs, la production laitière, les œufs, etc. Mais pourtant, ben, les publicités, elles dépeignent une image très positive, souvent idéalisée. On voit jamais les animaux dans les abattoirs, on les voit tout le temps dans les prés en train de sourire et heureux, et du coup, ça éloigne encore plus le consommateur de, ben, en fait, réellement par quoi il faut passer pour réellement avoir de la viande, des œufs et des produits laitiers dans son assiette, la mort et la souffrance derrière tout ça. Et ben justement, on y vient de ce problème de dissonance morale. En ayant vu tout ça, ben, il y a, pour réconcilier ce conflit, les consommateurs peuvent consciemment ou inconsciemment adopter des croyances qui vont venir justifier pardon, leurs habitudes alimentaires et minimiser les torts causés aux animaux. Donc, c'est-à-dire que, il y a ce phénomène de dissonance morale qui vient en fait faire une différence entre ben, mes valeurs, j'aime les animaux, j'ai pas envie de les tuer, mais en même temps, ben, je les mange quand même et ben, j'ai quand même envie de continuer tout ça. Et c'est masqué en fait par tous ces points-là, les publicités, par le fait qu'on n'a pas trop envie de se remettre en question, etc. Et ça, c'est aussi très bien défini dans la littérature, et ça, j'ai été même assez étonné. Maintenant, le point le plus important, à mon sens, c'est ben, quel est notre impact concrètement sur les animaux aujourd'hui? Parce qu'on mange de la viande, on mange des produits laitiers, on mange des œufs, mais derrière, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Aujourd'hui, dans le monde, chaque année, on tue plus de 2000 milliards d'animaux. Ça, c'était en 2022. C'est, pour donner un ordre d'idée, c'est 5,6 milliards d'animaux tués chaque jour. Aujourd'hui, on est quoi? 7 8 milliards sur Terre. Donc ça veut dire que si on allait au rythme auquel on tuait les animaux, en 2 jours, on aurait tué tous les êtres humains. Et ça, c'est ce qu'on fait tous les 2 jours. On tue la totalité. C'est comme si on tuait la totalité de l'humanité chaque 2 jours. Et c'est ce qu'on fait avec les animaux chaque année, tous les 2 jours. Ça représente à titre individuel 258 animaux tués par année par personne. Euh, donc, dans ces 2000 milliards d'animaux, ben, c'est principalement des animaux aquatiques, 82 milliards d'animaux terrestres, dont 73 milliards de volailles. Ça, c'est les chiffres de L214. Alors, on arrive très bien à comprendre voilà, que la viande, ça tue les animaux et que voilà, on comprend souvent le raisonnement végétarien. Par contre, le raisonnement vegan, là, on a souvent de la peine. On se dit non, mais le lait, ça ne tue pas. Enfin, en quoi ça tue? En quoi ça fait souffrir les animaux? Et la même chose pour les produits, pour les œufs. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu créer euh,
ces deux graphiques qui vont bien expliquer en fait que, ben oui, en fait, montrer en fait concrètement comment ces industries fonctionnent et la souffrance et la mort qu'elles entraînent inévitablement. Ici, je me suis basé sur les études et la recherche de l'ETH de Zurich en 2023 qui définit très bien en fait l'industrie laitière en Suisse. Donc très intéressant, on est vraiment sur la Suisse, hein. On n'est pas sur le truc américain démesuré, etc. Non, là on parle de la Suisse. Comment ça se passe concrètement? On prend une vache, chaque année elle va être inséminée de force pour obtenir un veau. Alors, on est obligé de faire ça parce que ben, une vache ne produit pas du lait comme ça. C'est un mammifère. Elle a besoin d'avoir un bébé pour produire du lait, comme tous les mammifères. Donc, c'est-à-dire chaque année, une insémination forcée où on va retirer le veau pour pouvoir ben, prendre le lait pour les humains, pour nous, pour en faire des produits laitiers, etc. Donc déjà là, à cette étape-là, un déchirement qui est bien étudié également dans en fait, les troubles du comportement des veaux qui vont être séparés, éloignés presque à la naissance ou pas loin de leur mère. La mère qui va pleurer, qui va chercher son petit pendant des jours, des semaines. Ça aussi, c'est très bien étudié chez les éthologues. Et ça, c'est un schéma de souffrance et de séparation inévitable chaque année, chaque année, chaque année, chaque année, pour produire des produits laitiers. Et puis, à 5 ans, ben, la vache produira plus assez ne sera plus au standard humain pour produire assez de lait, elle sera plus assez performante, donc on va la tuer, envoyer à l'abattoir alors qu'elle aurait pu vivre 20 ans. Et là, concernant la sélection des veaux mâles ou femelles, eh bien, les femelles, elles vont suivre le même sort que leur mère, c'est-à-dire que on va les élever pour qu'elles puissent ben, donner du lait, qu'elles auront ce même cycle de naissance et de séparation, et puis de mort dès qu'elles seront plus assez efficaces à nos yeux. Et concernant les mâles, eux, ils seront engraissés, enfin isolés déjà pendant 6 mois dans des enclos, souvent entre mâles, où on voit qu'ils vont développer des troubles du comportement ou enfin, qui sont totalement démunis face à eux-mêmes. Et puis, bon, ils vont être isolés de leur mère, engraissés suffisamment pour qu'ils aient suffisamment d'os, enfin de viande sur leurs os, et pour en faire ensuite de la saucisse de veau, notamment. Euh, Ça, chaque année, qu'est-ce que ça représente en fait, le lait et les produits laitiers, le fromage, etc. C'est 400 000 vaches tuées chaque année. C'est presque 200 000 veaux tués chaque année en Suisse pour euh, faire des produits laitiers et faire de la viande. C'est deux industries qui sont intrinsèquement liées, l'industrie de la viande et l'industrie laitière. Donc voilà, maintenant, on comprend mieux pourquoi, bah, en fait, il y a aussi dans le raisonnement vegan, cette préoccupation éthique un peu jusqu'au boutiste. Maintenant, aussi un point sur les œufs, là aussi où il y a une forte incompréhension de pourquoi est-ce qu'on éviterait de manger des œufs pour des préoccupations éthiques. Euh, Là, pour le faire rapidement sur le bas du graphique, donc pour produire du poulet, donc de la viande, je pense que vous avez déjà vu en Suisse ces grands hangars où on a des poulets qui sont entassés, qui vivent sur des feuilles A4, littéralement, où c'est des nids à bactéries, où c'est clairement des menaces, parce qu'il y a des germes résistants qui se forment dans ces foyers et c'est des menaces pour la santé humaine, comme on a pu le voir avec une certaine épidémie il y a quelques temps. Évidemment, les poulets sont entassés. Ils ne peuvent pas vivre une vie normale où ils peuvent simplement étendre les ailes pour répondre à des besoins physiologiques. Ils sont boostés, sélectionnés pour produire un max de viande le plus vite possible. Donc, généralement, il peut avoir ben, des poulets qui ont des pattes qui cassent, tellement ils grossissent vite. Et puis, ils ont une espérance de vie de 16 mois. Donc voilà, jusqu'à ce qu'ils aient assez de viande et on les tue, alors qu'ils auraient pu vivre 8 ans. Et là, concernant ben, les œufs, euh, concernant ben, en fait, la naissance des poussins, les mâles, à la naissance, ils sont inutiles pour la production des œufs. Donc, c'est des déchets.
ils vont être en Suisse gazés par asphyxie à la naissance. Et dans les autres pays, ils vont être broyés vivants à la naissance. Ici, pour les poussins femelles, c'est voilà, à nouveau sélectionné pour pondre un max d'œufs le plus vite possible. Et dès que la poule ne pond plus assez d'œufs, ne répond pas aux critères, eh ben, elle sera envoyée à l'abattoir. Son espérance de vie, généralement, elle est très courte, de quelques semaines, contre 8 années de vie. Et ça, tout ça pour faire des œufs, pour faire du poulet, eh bien, ça représente 79 millions de poulets abattus en 2023 en Suisse. Et ça ne compte même pas le nombre incalculable de poussins asphyxiés et gazés à la naissance en Suisse. Donc, après avoir vu ces trois aspects de la santé, l'environnement et l'éthique animale, euh, ben, j'ai pu enfin faire une conclusion qui m'appartenait parce que tout le reste, ça n'a été que une revue de la littérature et c'est que au point de la conclusion où j'ai pu donner mon avis sur ce que j'avais pu lire et mettre bout à bout. Oui, le véganisme est la réponse la plus cohérente aux défis interconnectés de la santé, de l'environnement et de l'éthique animale. Maintenant, juste quelques points clés que vous pouvez retenir concernant tout ce qui a été dit. Donc, pour l'aspect santé, on sait, manger végétal est adapté à tous les stades de la vie, donc 100% végétal, manger vegan. C'est un outil puissant de santé. Et si on veut respecter les guidelines, on devrait tous manger principalement des protéines végétales. Donc, ce serait uniquement un range de 0 à 20% de protéines animales. Donc là, je montre un peu le range ici. Ça, c'est l'aspect protéines végétales versus animales. Voilà le range pour la santé. Maintenant, le range concernant l'écologie, le véganisme, un régime vegan est la stratégie alimentaire la plus efficace, c'est indéniable. Ici, le range conseillé, il n'est pas variable, il est fixe, c'est-à-dire que c'est soit entre 0% de protéines animales à maximum 10% de protéines animales. C'est-à-dire que si on dépasse les 10% de protéines animales dans notre alimentation, selon la Eat Lancet Commission, que je cite bien dans ma thèse, on dépasse les limites planétaires. La capacité de notre planète à ne pas dépasser justement et atteindre tout ce qu'on a vu, toutes les conséquences désastreuses que j'ai pu citer juste avant. Donc là, il n'y a pas de marge. Si on veut vraiment être cohérent, on tombe maintenant plus à 0 à 20%. Si on inclut cet aspect écologique, on tombe à uniquement 0 à 10% max de protéines animales. Et si on inclut l'aspect éthique animale, eh ben, si on ne veut pas faire de mal aux animaux, eh ben, ne consommons pas de protéines animales. Mon avis, suite à tout ça, je pense pas que aujourd'hui l'enjeu c'est de dire que tout le monde doit devenir vegan, c'est une utopie parce qu'il y a des peuples qui vivent de la pêche, qui vivent de ça, qui survivent grâce à ça, c'est une utopie. Par contre, la nouvelle norme, ce serait que nous devrions tous être majoritairement plant-based et ça devrait être une normalité dans nos esprits. Parce que tous les systèmes, comme on l'a vu, sont interconnectés. Et aujourd'hui, on ne peut plus agir en pensant de façon séparée. On doit avoir une vision globale et holistique, sinon on n'y arrivera pas. Et c'est difficile de l'accepter, d'accepter que voilà, on devrait diminuer drastiquement nos protéines animales jusqu'à les supprimer si on le souhaite, pour des raisons culturelles, parce que c'est dur de changer quelque chose qu'on a toujours connu et quelque chose que l'on aime surtout. Pourtant, bah, c'est des problématiques qui sont urgentes, qui nous concernent tous et qui nous soucient tous réellement. Et la vie sur Terre, elle est précieuse, donc soyons-en dignes. Maintenant, on a fait toute la revue sur ma thèse de master, on a revu un peu tous les points. Et puis maintenant, ben, quelles sont les réflexions vis-à-vis de tout ça et moi, mon cheminement, maintenant, si on sort vraiment de cet aspect académique et littérature, maintenant, si on parle un peu plus de ben, moi, mon cheminement à moi et qu'est-ce que j'ai voulu faire avec toutes ces informations que j'ai pu lire.
Donc voilà, je suis devenu vegan il y a 7 ans, j'ai fait mes études en sciences du sport. Et ma question qui m'a le plus suivi, je pense, le plus longtemps, c'était mais comment est-ce que je peux aider les humains, notre planète et les animaux à la fois? Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais lancer quelque chose d'unique que j'ai jamais vu. Je vais l'appeler Vegan Shape. Ça va être un accompagnement qui va regrouper sport, nutrition végétale et puis coaching. Et ça, je l'ai lancé pendant mon master en sciences du sport. Donc, c'était il y a 2 ans maintenant. J'ai commencé il y a 2 ans. Et je me suis dit, je vais commencer à faire tout ça, à mettre en place tout ça. Donc, c'est un programme d'accompagnement pour les véganes, végétariens, mais également flexitariens. Donc, flexitariens, c'est-à-dire les personnes qui mangent encore de la viande et des produits animaux, mais qui souhaitent réduire parce qu'ils veulent se rapprocher plus de leurs valeurs. Donc voilà. Et pour les personnes, ben, du coup, qui veulent se sentir bien dans leur corps, atteindre un physique qu'ils souhaitent, être en excellente santé tout en étant alignés avec leurs valeurs, donc en lien avec manger plus végétal ou bien même 100% végétal. Donc clairement, via Vegan Shape, on aide les personnes euh, soit à rester dans leur régime, donc vegan, végétarien ou flexitarien, mais même certains à carrément transitionner de flexitarien à végétarien ou de végétarien à vegan, ou simplement à des gens qui mangeaient 12 fois de la viande par semaine, à en manger plus que 3 fois par semaine. Et pour nous, c'est déjà excellent. Donc, comment ça se passe concrètement avec GitShape? Maintenant, si Guillaume m'a dit que je pouvais faire un petit peu de pub et puis bah, montrer concrètement en interne comment ça se passait et puis un peu les étapes du suivi, etc. Donc, concrètement, comment ça se passe? Euh, Tout d'abord, il y a un appel bilan qui se fait, qui est offert, dans lequel on fait en fait une analyse de la situation et des problématiques de la personne. Donc, par exemple, moi, j'arrive pas à perdre du poids ou j'arrive pas à prendre du muscle en mangeant vegan ou en étant végétarien, ou j'arrive pas à perdre du poids en étant végétarien, ça c'est ce qu'on entend souvent aussi. Et puis ensuite, on montre concrètement le plan d'action qu'on mettrait en place, ben, basé sur les trois pôles, hein, sport, nutrition et puis coaching. Voilà, qu'est-ce qu'on mettrait en place avec cette personne? Donc voilà, ça commence par ça. Ensuite, la personne, le nouveau coaché, il arrive dans l'accompagnement, il arrive sur une plateforme où il y a une plateforme en ligne où il y a toutes les informations sur le sport, la nutrition, comment va se passer le programme, toutes les ressources, mes e-books sur les recettes véganes et protéinées, enfin, diverses recettes, etc. Enfin bref, le coaché arrive, il a toutes les infos pour bien commencer et les ressources. Ensuite, il y a la mise en place évidemment du programme sportif. Là, on se focus, ben, c'est sur application. On se focus sur mettre en place de la musculation et également du cardio. Pourquoi? Ben, simplement parce que ben, c'est les recommandations de l'OMS et puis le consensus aujourd'hui pour avoir ben, les meilleurs résultats physiques, mais également sur la santé. Donc voilà, c'est ce qu'on met en place basé sur les besoins de la personne, qui elle est, son niveau, ses envies, etc. Ensuite, il y a l'aspect nutrition. Donc là, on fait un plan alimentaire sur mesure, végétal et protéiné, parce que c'est très bien de manger végétal, mais le gros problème, c'est que souvent les gens, en mangeant plus végétal, ne mangent pas assez protéiné, et c'est un problème de santé, mais aussi pour atteindre des objectifs en termes sportifs, hein, de définition musculaire, avoir un corps qui fonctionne bien, un corps en santé, etc. Donc voilà, on met en place le programme alimentaire, on le donne au coaché, on le suit sur cette partie-là. Et puis finalement, ben, le coaching, c'est du coaching en ligne, c'est 100% en ligne. Donc le sport sur l'application, le programme, on le donne comme ça. Et puis le coaching se fait 2 semaines en semaine, chaque semaine avec un coach de la team. Donc ben, il y a moi qui ai créé Vegan Shape, mais maintenant il y a aussi toute une team qui s'est créée autour de moi qui viennent bah, en fait m'aider à faire grandir tout ce projet-là. Donc ça, c'est mes collègues de master en sciences du sport qui ont fait ben, le même master que moi, que j'ai rencontré ben, durant mon master et qui maintenant ben, en fait s'occupent de nos coachés.
Et puis là, chaque semaine, le coach il reçoit une vidéo complète sur toutes ses séances de sport de la semaine, de sa nutrition, le bilan de la semaine sur ben voilà, les mensurations, le bien-être, comment ça s'est passé la semaine, les points négatifs, les points positifs, les motivations et les démotivations du client. Et puis, c'est un format vidéo de 10-15 minutes que le coach envoie au coaché qui peut regarder quand il veut. Donc, c'est d'une extrême flexibilité. Et puis, comme ça, le coaché a toutes les infos chaque semaine et sait concrètement comment avancer et quoi faire. Là, Guillaume, au début, tu disais que ça fait 7 ans justement que je fais ça. C'est pas vrai, ça fait 7 ans du coup que je suis vegan, mais ça fait 2 ans maintenant que j'ai lancé Vegan Shape. Donc là, depuis 2 ans, on a accompagné plus de 100 coachés, divers profils, diverses envies, que ce soit euh, en termes physiques. Et là, quelque chose que j'ai aussi envie de souligner, c'est que là, ce que je mets beaucoup en avant, évidemment, c'est le physique, c'est les résultats en termes de kilos, etc. Mais en fait, ça va bien au-delà de ça. C'est avant tout une question de se sentir bien dans son corps, d'être en bonne santé et d'être aligné avec ses valeurs. Donc, évidemment, je suis obligé de mettre des données un peu concrètes, un peu tangibles et mesurables, un peu quantitatives. Mais évidemment, l'aspect qualitatif derrière sur la santé, pour nous, c'est le plus important. Que les gens nous disent, je me sens bien dans mon corps, peu importe le poids sur la balance. Pour nous, c'est ça notre objectif aujourd'hui. Et puis, euh, le but, c'est évidemment de mettre en place un mode de vie. C'est pas de vendre un programme et de se dire on veut avoir des méga résultats, les mettre sur Instagram et dire regardez, il a perdu 14 kilos en 3 mois. Et puis derrière, la personne n'est plus ses résultats. Pour nous, ça nous intéresse absolument pas. Pour nous, l'enjeu, c'est de mettre en place un mode de vie, sport et nutrition végétale, évidemment, qui va permettre à la personne d'atteindre ses objectifs physiques et de santé, mais surtout pouvoir maintenir ses résultats. Et ça passe uniquement par la mise en place d'un mode de vie, uniquement. Et c'est tout l'enjeu de Vegan Shape, c'est d'aider les personnes à mettre en place un nouveau mode de vie. Donc, si vous voulez me retrouver avec grand plaisir, vous pouvez me retrouver ben, sur Instagram sous Elio Vegan Coach, avec grand plaisir. Et puis, il me semble que j'ai fait un petit peu près le tour de tout. Merci à Myosotis encore une fois pour l'invitation. Merci à vous d'être ben, dans la salle, d'avoir fait le déplacement et d'avoir pris votre temps aussi pour écouter tout ça. Merci aux personnes en ligne aussi d'avoir écouté. J'espère que vous avez appris plein de choses. Et puis maintenant, ben, place aux questions. Ok, bravo. Ok, merci beaucoup, Elio. Et vraiment, bravo pour la présentation. C'est vraiment. Je sais pas si on voit. Non, on voit pas. Je vais aller un petit peu derrière. C'était vraiment très très clair. J'avais des petites questions avant la présentation, mais tu as répondu à toutes mes questions en fait. C'était vraiment très complet. Même la, de manière visuelle, c'est vraiment très beau. C'est très clair. C'est vraiment complet. Je ne sais pas si vous avez des questions ou est-ce que moi je dois peut-être commencer. Est-ce que vous avez appris des choses déjà? Ouais, c'est pas bon. Franchement, avec grand plaisir, hein. Et même les personnes en ligne, si vous avez des questions. Là, j'ai juste eu une petite notification. Vous avez encore 5 minutes. Je ne sais pas s'il y a un timer qui fait qu'après ça coupe la conf, hein, Guillaume, je sais pas. Mais Il me semble pas. Je reste derrière l'ordi comme ça au cas où. ouais, regarde. Je Regarde peux si jamais qu'on n'ait pas de mauvaise surprise. Mais clairement, hein, n'hésitez pas. Franchement, si vous avez des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Avec grand plaisir, je réponds à vos questions et même les personnes en ligne. Moi, j'avais peut-être déjà une première question. Je pense qu'il a répondu un petit peu de manière partielle, mais quand on voit tout ça, cette présentation ultra complète, de manière rationnelle, parmi tes coachés et puis les individus en général, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que les gens, ils adoptent pas un régime beaucoup plus basé sur les plantes? Et parmi tes Ouais. coachés, qu'est-ce que les gens disent? Je veux dire, de manière rationnelle, on se dit, mais il y a... Ouais, comment c'est possible? Ouais.
Moi, je pense que le problème principal dans tout ça, c'est qu'il y a un réel gap, et ça, c'est vraiment le problème de la science, en fait, c'est qu'il y a un réel gap entre ce qu'on sait, ce qui est établi dans la science, et aujourd'hui, ben, les connaissances du commun des mortels. Et il y a réellement un gap entre ben, en fait, la littérature scientifique et les connaissances du grand public. Et ça, dans tous domaines confondus. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont extrêmement bien établies, comme on a pu le voir aujourd'hui, mais ben, on retrouve encore ben, plein de choses dans la pensée collective qui vont complètement à l'encontre de tout ça. Donc, je pense que le problème principal, c'est le manque de vulgarisation. Mhm. Et c'est tout l'enjeu aussi sur Instagram. Ce que je m'efforce à faire, c'est de vulgariser un max tout ça, de ramener en fait tout ce qu'on sait via la science et de le ramener sur Instagram dans des formats interactifs, ludiques, simples, où on comprend vite et bien et qu'on n'a pas envie de se lire 80 méta-analyses pour comprendre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est juste que ben, la science n'est pas assez répandue, n'est pas assez vulgarisée. Et ce qui fait qu'on doute encore que c'est une solution qui est bien, qui est cohérente, qui est pertinente, qui a un impact incroyable, presque inégalable. Enfin, je pense que c'est ça, à mon avis. Ok. Et du coup, tu parles de vulgarisation, je rebondis juste. Peut-être, est-ce que toi, personnellement, tu aurais des ressources ou des auteurs, je sais pas, des youtubeurs ou des personnes connues à conseiller, des lectures aux personnes pour Ouais, peut-être approfondir le thème, à part toi, bien sûr. ouais. Évidemment, il y a beaucoup de personnes, mais beaucoup aux States, donc beaucoup d'Américains, des docteurs comme le docteur Michael Greger, qui a aussi nutritionfacts.org. Le compte Instagram, même sur Internet, ses livres, donc le docteur Greger. Il y a plein d'autres docteurs. Euh, j'ai pas tous les noms en tête, mais clairement, je pense une bonne porte d'entrée, ce serait, moi, je vous conseille clairement de pouvoir accéder à ma thèse de master, en fait, qui est en libre accès. C'est le troisième post épinglé sur mon profil Instagram. Vous avez juste à commenter un truc et moi je vous l'envoie en DM. Et clairement, comme ça, vous avez tous les graphiques, vous avez toutes les ressources. Vous pouvez descendre, aller voir les références, aller cliquer, voir, aller lire par vous-même les études sur PubMed. Et là, clairement, vous avez 68 ressources tout en un avec des graphiques très bien expliqués. Donc je pense que c'est vraiment une très bonne porte d'entrée. Et si vous voulez aussi voir des documentaires, moi je vous conseille sur Netflix à aller voir Cowspiracy, Seaspiracy, What the Health, Game Changer sur Netflix. Ils ont leur lot de critiques, mais ils ont aussi leur lot de choses positives et bienveillantes et motivationnelles. Donc clairement, voilà les ressources que je conseillerais. Très bien. On a une question dans la salle, du coup. Yes. Est-ce que ce serait possible d'avoir accès au PowerPoint ou du moins juste la partie sur la santé, l'écologie et les animaux? Parce que je pense que ça pourrait convaincre pas mal de gens dans mon entourage. J'ai presque tout entendu. Est-ce que c'est possible d'avoir le PowerPoint sur la présentation ben, du coup de santé, écologie et éthique animale? C'est juste? Mhm. Ouais. Ben, clairement, là, on a essayé d'enregistrer la conférence. Donc, normalement, on va pouvoir avoir le lien. On va pouvoir transmettre ben, déjà rien que la conférence. Mhm. Et puis, clairement, le PowerPoint, je peux l'envoyer. Je sais pas. Guillaume, peut-être, je te l'envoie, et puis comme Ouais. ça, après ça, ça peut être réutilisé. Euh, le seul hic que je verrais, c'est qu'en fait, les sources n'ont pas les références, enfin, il y a pas les références, enfin, je cite juste les sources, mais il n'y a pas les références cliquables qui mènent sur les études. C'est le seul point, le seul hic, je dirais. Donc, pour ça, je conseillerais de passer par vraiment ma thèse de master. Mais sinon, si vous voulez réécouter ça, ben, de toute façon, moi, je vais remettre ça sur YouTube. Comme Mhm. ça, ben, c'est clairement une conférence qu'on peut revoir et revoir et qui pourra, j'espère, motiver. Très bien. Ouais, on a des prophètes qui veulent faire prêcher la bonne parole. Comme toi, tu vois. Très bien. Encore une question dans la salle, oui.
est-ce qu'au niveau du budget, ça change entre le régime omnivore et puis le régime à base de plantes? Ouais, bonne question. Le budget, évidemment, le nerf de la guerre, l'argent. Bah, du coup, ça fait 7 ans que je suis vegan, ça fait 7 ans que je cuisine énormément. Franchement, mes repas, je pense que j'en suis à 2-3 balles par repas, max. Alors évidemment, si on mange vegan et puis ultra transformé, donc c'est-à-dire avec beaucoup de steaks végétaux, avec plein de sauces, avec des nuggets végétaux, etc. Là, c'est le budget flambe, hein, c'est évident. Par contre, si on se tourne vers un régime vegan, whole food, plant-based diet, donc c'est-à-dire avec un minimum de produits transformés, ce qui est le mieux pour la santé, l'écologie, et bien là, même pour le porte-monnaie, c'est la meilleure solution parce qu'en fait, on se retrouve sur des animaux qui sont bruts. Le riz, les légumineuses, le tofu, les fruits, les légumes, les oléagineux, il n'y a rien de moins cher, tout régime confondu. Donc là, clairement, ça dépend de ta façon de cuisiner et des aliments que tu vas sélectionner. Ça, c'est une évidence. Mais je pense que c'est quand c'est bien fait à la maison et tout. Moi, je me faisais tout le temps mes tubes. Enfin, je me fais encore tout le temps mes tubes et tout. J'ai déjà calculé, hein, ça me revient vraiment à pas cher. Ok, merci. Encore d'autres questions dans la salle? Plein de Avec questions. plaisir. Quel est ton avis sur c'est pas des aliments, mais c'est des compléments de protéines pour les bodybuilders, de créatine, de magnésium, ces compléments alimentaires pour le sport? Ok, complément alimentaire pour le sport. Quel est mon avis là-dessus? Ouais. Exactement. Euh, Déjà, il y a tellement de compléments alimentaires. Je pense qu'il faudrait déjà prendre un complément alimentaire à la fois et puis décortiquer vraiment le sujet. Euh, je pense que tu parles peut-être principalement des protéines en poudre et peut-être de la créatine, j'ai entendu. Oui, c'était ça. Ouais, principalement. Donc, protéines en poudre, clairement, aucun souci, même concernant les. Enfin, c'est même conseillé hein, pour la prise de masse. Si on n'arrive pas à atteindre son quota de protéines journalier, clairement, un complément alimentaire de protéines en poudre vegan est largement conseillé. Moi, je conseillerais principalement des mix qui incluent diverses sources de protéines végétales, soja, protéines de soja, protéines de riz, protéines de pois. C'est souvent les 3 mix qu'on peut revoir pour vraiment avoir un profil d'acides aminés qui va être complet. Et aussi qui a par scoop, donc une scoop c'est 30 grammes, qui a par scoop entre 20 à 25 grammes de protéines pour une scoop de 30 grammes. Parce qu'on voit beaucoup de protéines, par exemple vegan, qui vont être par exemple que à base de protéines voilà, d'une seule protéine, ce qui est OK hein, si c'est de la protéine de soja, mais c'est mieux d'avoir une variété déjà de 1. Et puis que pour une scoop de protéines, de 30 grammes, on se retrouve avec 15 grammes de protéines, hein. Moi j'en ai vu, certaines marques, j'en ai vu, pour pas les citer, mais j'en ai vu et c'est pas du tout optimal. Clairement, c'est pas optimal. Donc voilà, je conseillerais déjà ça. Clairement, les athlètes consomment des protéines en poudre, hein. Enfin, pas tous, hein, mais quand on a une dépense énergétique qui est élevée, ben, faut soutenir aussi ça pour la performance et puis aussi pour le maintien de la masse musculaire. Même chez les personnes âgées, la supplémentation de protéines en poudre peut être conseillée. Et puis, concernant la créatine, c'est encore un autre sujet, mais pour te répondre brièvement, la créatine, c'est un des compléments alimentaires les mieux étudiés dans la littérature, qui a aucun effet négatif sur la santé et même qui a des effets positifs sur la performance. Donc, on a beaucoup de footballeurs qui en prennent, des sprinteurs, aussi des personnes qui font la muscu parce que c'est ultra positif sur tous les sports d'explosivité concernant la performance, mais aussi
en tant que définition musculaire. On arrive à avoir une meilleure rétention d'eau, donc une meilleure définition musculaire. Et ça aurait même des effets positifs sur l'aspect cognitif, en fait. Donc, c'est très très bien étudié, rapport qualité-prix excellent par rapport aux bénéfices qu'on peut en tirer. Donc voilà, après on peut vraiment divaguer et voir tous les compléments alimentaires, oméga 3, la B12, machin, machin. Le plus pertinent, c'est de faire une analyse, de checker avec son médecin, etc. et de voir ben, qu'est-ce qui manque concrètement et qu'est-ce qui serait pertinent pour voilà, les cas spécifiques, parce que ça dépend encore des cas, si tu es athlète, si t'es juste, voilà, tu veux juste te remettre en forme, tu n'en as pas besoin, si tu arrives à atteindre tes quotas, etc. Enfin, voilà, c'est la réponse habituelle, ça dépend, mais voilà, j'espère que j'ai déjà un peu répondu à ta question. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? N'hésitez pas, hein, Ouais, même en ligne.